va continuer sur l'étude des ouvertures. Donc, et on va voir par la suite le rayonnement d'une ouverture circulaire. D'accord? On sait très bien que euh, certains cornets, bien certains antennes paraboliques, ils ont une section circulaire. De ce fait-là, l'étude de l'ouverture circulaire devient très intéressante. Et donc, nous allons rappeler l'expression du champ rayonné, d'accord, qui s'écrit sous la forme suivante. Hein, donc, sous cette forme-là, suivant, c'est la relation de Godet qu'on a vue auparavant, d'accord. Et donc, nous allons considérer pour le moment le cas d'une ouverture équiphase, de sorte que le champ X et Y, le champ électrique en fonction de X et Y, va dépendre que de l'amplitude à X, Y. D'accord? Et donc la phase, elle est nulle. Donc il s'agit d'une ouverture équiphase pour simplifier. Alors, puisque l'ouverture elle est circulaire, donc on va utiliser les coordonnées polaires, comme vous pouvez voir sur le repère représenté sur la diapo. Donc l'ouverture circulaire va se trouver dans le plan X ou Y, d'accord? Et bien évidemment, on va utiliser les coordonnées polaires pour essayer de déterminer le rayonnement de cette ouverture. Donc un point P sur la surface rayonnante de l'ouverture est maintenant défini par ρ. D'accord? Ρ, c'est le rayon hein, ou la distance d'accord, entre le centre et le point O. D'accord? Entre la droite OP et l'axe OX, on a l'angle phi, d'accord, entre la droite OP et l'axe OX. D'accord, pour donc le point M se trouve dans la zone lointain, d'accord, loin de cette ouverture circulaire appartenant au champ lointain, et c'est là où on va calculer le champ électrique. D'accord, et le point petit m, c'est la projection de point M sur le plan YOZ. D'accord, on a les différents angles qu'on a vu tout à l'heure. L'angle θ, c'est entre l'axe OZ et le segment OM, ou la droite OM. Gamma, l'angle gamma, c'est entre OZ et O petit m. Et sigma, c'est entre le segment OM et le segment O petit m. Donc voilà la configuration de cette ouverture circulaire. D'accord. Et donc, on va se baser sur l'expression de champ rayonné pour étudier le rayonnement de cette ouverture. D'accord. Alors, tout d'abord, on va supposer que X et Y peuvent s'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire en fonction des coordonnées polaires. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, on va faire un changement de variable. Hein, donc, tout d'abord sur l'amplitude de champ. D'accord. Et puis, au niveau de l'expression de champ. D'accord. Donc, l'expression de champ qui s'écrit maintenant sous la forme suivante en coordonnées polaires. D'accord. Et donc, nous allons calculer les diagrammes de rayonnement dans le plan E et dans le plan H, comme on l'a fait pour l'ouverture rectangulaire. Donc, dans le plan E, c'est le plan YZ. D'accord, donc, sur ce plan-là, on a sigma qui égale à 0 et gamma qui égale à θ. Donc, dans ce cas-là, l'expression de champ va dépendre que de θ. D'accord, elle va dépendre de θ. Et donc, il s'écrit sur la forme suivante. Dans le plan H, c'est-à-dire le plan X au Z, gamma, il est nul et θ, et sigma, pardon, égale à θ. Et donc, dans ce cas-là, l'expression de champ dans ce plan-là, le plan H, s'écrit sur la forme suivante. D'accord? Donc, on a deux expressions de champ suivant le plan, soit le plan E, soit le plan H, comme on a vu d'ailleurs pour le cas précédent.
Alors, le calcul du champ peut se faire analytiquement si les variations d'amplitude sur l'ouverture présentent la symétrie de révolution. C'est-à-dire que l'amplitude ne dépend pas de phi, c'est-à-dire si on suppose que l'amplitude ne dépend pas de phi, d'accord, il dépend que de rho, d'accord. C'est un cas qu'on l'on rencontre souvent dans les antennes à ouverture rayonnante circulaire lorsqu'on veut obtenir un diagramme de rayonnement ayant la symétrie de révolution. D'accord? Avec cette hypothèse, nous pouvons simplifier l'expression du champ. D'accord? Donc, vous voyez qu'on s'appuie toujours sur des hypothèses pour essayer de simplifier l'expression du champ. Parce que l'expression du champ, comme on a vu, l'expression de champ global donnée par la relation de Godet, elle est très compliquée, d'accord, à traiter ou à calculer ou à étudier. Et donc, il faut chaque fois faire des hypothèses et des simplifications. Juste qu'il faut que ces hypothèses soient correctes. D'accord? Alors, l'intégrale entre crochets, cette intégrale-là, euh, est là pour valeur de G0 K rho sinus θ. D'accord? Avec G0, c'est la fonction de Bessel. D'accord? Donc, on a pu écrire l'expression de champ en fonction des fonctions de Bessel. D'accord? Donc, l'expression de champ s'écrit sous la forme suivante. Toujours l'expression de champ totale, hein, donc rayonnée par l'ouverture circulaire. D'accord? Parce qu'on a l'intégrale sur la surface de l'ouverture circulaire. Alors, on suppose que A, l'amplitude de champ 1, s'écrit sous la forme suivante. Donc, qui présente une variation selon l'équation suivante. C'est souvent le cas, d'accord? Donc, A de rho égale à E0 plus E1, 1 moins R au carré à la puissance P, avec R égale à rho sur A, d'accord? Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, on peut remplacer ou utiliser cette équation dans l'expression de champ et calculer l'intégrale pour avoir la fonction caractéristique de rayonnement. D'accord? Donc, on obtient la formule complète de champ qui s'écrit sous la forme suivante. D'accord? Bien évidemment, avec U égale à 2PA sur lambda sinus θ. Et donc, la modélisation de la loi d'éclairement d'une ouverture, il est de la forme suivante, c'est-à-dire la représentation de la formule qu'on avait tout à l'heure, hein, de champ. Hein. Donc, voilà, ça s'écrit sous la forme suivante. Donc, A rho, en fonction de rho, ça donne quelque chose de la forme suivante. D'accord? Et donc, la direction de maximum de rayonnement est obtenue pour U égale à 0, c'est-à-dire θ égale à 0. C'est U égale à, pour que U soit nul, d'accord, il faut que θ soit égal à 0 d'après cette relation. D'accord? Et donc, c'est là où on a le maximum de rayonnement, c'est-à-dire la valeur maximale du champ, elle est donnée par cette relation-là lorsque θ égale à 0, c'est-à-dire égal que le champ, pardon, ou la valeur maximale du champ égale à PA au carré divisé sur lambda R multiplié par E0 plus E1 sur P plus 1. D'accord? Et donc, voilà la représentation des diagrammes de rayonnement selon P, d'accord? Selon le paramètre P qui est là. Donc, pour P égale à 0, donc P égale à 0, on a le premier diagramme, d'accord? Le diagramme qui est là. D'accord? Ce diagramme de rayonnement, si vous voulez, quand on peut le tracer. P égale à 1, d'accord? P égale à 1, d'accord? Et P égale à 2. Donc, euh, c'est pas difficile d'avoir ces diagrammes de rayonnement. Il faut se baser sur l'expression de champ, d'accord? Et essayer de tracer le champ, ou cette expression de champ, pour différentes valeurs de P. On retrouve presque la même chose ou les mêmes phénomènes qu'on a vus auparavant dans
dans le cas de l'ouverture rectangulaire. C'est-à-dire que lorsque P égale à 0, donc on a le lobe principal qui est, qui est de révolution et avec un niveau de lobe secondaire élevé. Par contre, autant que P augmente, autant que la section de lobe principal devient beaucoup plus grande, d'accord, ou l'angle d'ouverture de lobe principal devient beaucoup plus grande, et le niveau de lobe secondaire diminue. Donc, l'ouverture de lobe principal a un impact sur le gain. Tant que l'ouverture devient beaucoup plus grande, tant que le gain diminue, et cela avec une diminution du niveau de lobe secondaire. Par contre, avec un niveau de lobe secondaire élevé, on a un lobe principal ou un angle d'ouverture de lobe principal qui est réduit, ce qui permet d'avoir un gain très élevé. Alors, nous voyons qu'avec les trois lois de d'éclairement de l'ouverture, il n'est pas possible simultanément d'affiner le principal et d'abaisser le niveau de l'aube secondaire. D'accord. Donc, ça, c'est la constatation qu'on peut voir sur les courbes de tout à l'heure. C'est qu'il n'est pas possible en même temps d'affiner le lobe principal et en même temps d'abaisser le niveau des lobes secondaires. C'est-à-dire qu'il y a un compromis à faire entre les deux. Par contre, cela est possible si nous prenons E0 est différent de 0. Dans ce cas-là, on peut alors obtenir des solutions de compromis intéressants, comme il est montré sur ce tableau-là, qui résume un peu les différentes performances de l'ouverture circulaire. Donc, on a ici la loi d'éclaircissement. D'accord. Pour le premier cas, on va prendre la loi uniforme. Et pour la loi uniforme, d'accord, on a un facteur de gain qui est égal à 1, une angle d'ouverture à 3 dB qui est égal à 58,5 lambda sur D. Un niveau de premier lobe secondaire, il est de moins 17,6, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Alors, si on change de loi, d'accord. Donc, si on change de loi, soit E0 sur E1 égale à 1, égale à 0, soit E0 sur E1 égale à 0,25, soit E0 sur E1 égale à 0,5 pour le cas parabolique P égale à 1 ou le cas parabolique P égale à 2. Dans ce cas-là, le facteur de gain égale à 0,75 lorsque P égale à 1. C'est P égale à 2, ce facteur de gain diminue. C'est normal parce qu'on a l'angle qui s'ouvre, d'accord, l'angle qui était à 73 et là il est à 2,84, d'accord. Donc il s'ouvre encore plus, ce qui fait que le gain diminue, mais on a le niveau de lobe secondaire qui va diminuer, comme vous pouvez voir ici sur le premier lobe secondaire. Donc qui était à moins 24,7. Là, il est à moins 30, donc il diminue encore le niveau de premier lobe secondaire. C'est-à-dire, on gagne au niveau de diminution de lobe secondaire, par contre, on perd au niveau du gain. On perd au niveau du gain puisque le gain chute de 0,75 à 0,55. Le facteur de gain, on sait que le facteur de gain, il est inférieur à 1. D'accord. C'est le facteur de gain qu'on calcule ici, c'est pas le gain. D'accord. C'est le facteur de gain. D'accord, il faut faire attention entre le gain et le facteur de gain. Le facteur de gain, c'est le paramètre F qu'on a défini auparavant. Alors, pour l'autre distribution, la loi E0 sur E1 égale à 0,25, dans ce cas-là, on constate aussi la même chose. Donc, en passant de P égale à 1 à P égale à 2, le facteur de gain diminue. Bon, ici, c'est diminue légèrement. D'accord. Et bon, et aussi en augmentant, en diminuant le niveau de lobe secondaire. C'est-à-dire, on gagne au niveau de lobe secondaire, on réduit le niveau de lobe secondaire, on est moins dérangé avec les lobes secondaires, mais le gain à sa valeur max, il est un peu ou légèrement inférieur. D'accord. Donc, l'angle d'ouverture aussi, il devient un peu plus court.
Pour le dernier loi, le loi E0 sur E1, on peut avoir d'autres lois, hein, bien évidemment, mais on a représenté trois ici. D'accord? Donc, on passe de 0,92 à 0,88 pour le facteur de gain. Pour l'angle d'ouverture, donc ça change pas beaucoup. Et puis pour le niveau de l'ordre secondaire aussi, donc on garde un niveau, le niveau certes qu'il diminue un petit peu, mais qui reste un peu similaire à ce qu'on avait. Donc qui reste aux alentours de moins 20 dB. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de l'application qu'on vise. On peut choisir une loi bien déterminée. D'accord? Donc peut toujours comparer avec la loi uniforme ou les résultats qu'on obtient lorsque la loi il est uniforme, parce que là c'est le cas idéal si vous voulez. Par contre là, les différents cas qu'on a ici, ce sont des cas à prendre en considération. Donc, ça dépend du compromis qu'on cherche à faire. C'est-à-dire pour différentes applications, qu'est-ce qu'on vise au niveau de facteur de gain, qu'est-ce qu'on vise au niveau de l'aube secondaire, ainsi de suite. Donc, ça dépend, c'est un compromis à prendre. Donc, si on veut tolérer des niveaux de l'aube secondaire plus élevés, on peut dans ce cas-là gagner au niveau du gain, avoir un gain élevé. Par contre, sinon, ben, sinon, ça va être l'inverse. Si on est strict au niveau des lobes secondaires, ou certainement au premier lobe secondaire, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le niveau de premier lobe secondaire doit être le plus faible possible, et ben dans ce cas-là, on va pas avoir un gain max et on va sacrifier le niveau du gain. D'accord? Donc voilà, enfin, on va noter que le facteur de gain d'une ouverture séculaire est donné par cette formule-là. Que là, le facteur de gain, il est donné par cette formule-là dans le cas d'une ouverture circulaire. Donc f de g égale à alpha plus 1 sur p plus 1 au carré sur alpha carré plus 2 alpha divisé sur p plus 1 sur 2 pi plus 1. Avec alpha, bien évidemment, c'est un rapport entre E0 et E1. Donc alpha, c'est un rapport entre E0 et E1. Voilà, donc voilà pour l'ouverture circulaire. Donc voilà, ça nous a permis de faire un bilan. Le tableau suivant, en fait, présente un bilan sur les différentes performances des ouvertures circulaires. Et de la même manière, hein, comme pour le cas de l'ouverture rectangulaire, on a des performances qui sont variables selon les lois qu'on applique. D'accord, selon les lois qu'on applique sur les différentes directions, sur la direction X ou la direction Y, c'est-à-dire selon la distribution de champs. Donc la distribution de champs, comme vous avez pu voir, il a un impact important sur les performances de ces différentes ouvertures rayonnantes. D'accord? Donc, comme on a dit au départ, c'est principalement le champ ou la distribution de champs qui impacte les performances de ces antennes. D'accord?